Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette session consacrée à la PrEP. Je suis Nicolas Gâteau, je suis responsable thématique minorité sexuelle chez SIDAction et j'animerai cette session. Pour commencer cette session consacrée à la PrEP, j'aimerais souligner d'abord un paradoxe. Aujourd'hui, la PrEP est un outil de prévention. La prophylaxie pré-exposition est un outil de prévention dont l'efficacité a été plus que démontrée par de multiples recherches. Mais on se rend compte que malheureusement, c'est un outil qui est majoritairement prescrit aux hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, son usage restant particulièrement anecdotique chez d'autres populations clés. On pense aux travailleuses du sexe, aux personnes trans, mais aussi à toutes les populations afro-caribéennes. Face à cette situation, on peut quand même souligner quelques évolutions positives récentes, en particulier en France. La possibilité qui est donnée aujourd'hui aux médecins généralistes de pouvoir prescrire la PrEP, ce qui permettra, on l'espère au moins, d'avoir un accès facilité à cet outil de prévention, si les médecins généralistes se saisissent de cette opportunité. Et aussi un récent avis du Conseil national du SIDA qui livre, peut-être un peu durant, mais livre un certain nombre de recommandations pour pallier à ces manques qu'on espère évidemment suivis d'effets. Cet avis du CNS appelle notamment les autorités de santé à changer de paradigme, c'est-à-dire à élargir au maximum la proposition de la PrEP en diversifiant les lieux, en diversifiant les acteurs communautaires en particulier, pour aller au-devant des publics. Et c'est l'objectif de cette session. L'objectif, c'est de montrer que certaines sont déjà en place, un certain nombre d'initiatives qui permettent d'adresser ce nouveau paradigme et à essayer d'atteindre des publics différents. Donc, je suis heureux dans ce cadre d'accueillir Amal Ben Moussa, qui est responsable de la recherche à l'Association de lutte contre le sida au Maroc, qui nous parlera du programme PrEP Femmes, qui est mené au Maroc, au Mali et à Maurice. Le docteur Aude Lucarelli, qui est médecin coordinateur au centre hospitalier de Cayenne, qui nous parlera de son action auprès des travailleuses du sexe à Cayenne et en Guyane. Donc. Et Anan Mouim, qui est la directrice adjointe au Checkpoint Kiosque Info Sida et Toxicomanie, qui nous parlera du travail accompli par le kiosque en Seine-Saint-Denis. Avant de passer la parole à Anan, qui sera notre première intervenante, je vous invite tous à ne pas hésiter à poser des questions dans l'onglet interactivité qui est à droite de votre écran, des questions que je pourrai poser ensuite aux différents intervenants. Je laisse donc la parole à Anan. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Bonjour Amal. J'espère que vous allez bien. Désolée, je viens de vous rejoindre. Je ne sais pas, à vrai dire, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette intervention-là, dans cette session de préparation. En tout cas, je ne sais pas ce que vous voulez exactement. Est-ce que vous voulez que je me présente ou vous parlez de mon intervention? Désolée parce que je viens de vous rejoindre. Il s'agit de parler du programme PrEP Femmes. Oui, c'est bien ça. Parler du programme PrEP-Femmes, oui. Absolument. D'accord. Donc, la session n'a pas encore commencé. Si, elle est en cours. Elle commence à 15 heures, n'est-ce pas? C'est ça, elle est en cours. Ah, pardon. Donc, j'ai du mal à comprendre. Ce n'est pas Je une vous en session de prie. préparation là? Non, c'est une session qui est en direct. Ah, d'accord. Je suis vraiment désolée. Pardon. Je vous en prie. Alors, j'avais compris que c'était une session de préparation avant de commencer vraiment la session PrEP. Donc, OK. Donc, est-ce que je peux partager déjà mon écran? Absolument. OK, tout de suite. Du coup, je coupe mon micro et mon... Je te donnerai la parole ensuite, Anne. Voilà. OK, merci. Nicolas, je commence la présentation ou du coup, Amel, c'est vous qui commencez la présentation? Ça va être Amal qui va commencer. D'accord. Et après, ce sera Anan. D'accord. D'accord, parce que dans le programme, justement, c'était, je crois, Hanan qui est prévu au début. Bon, ça fait partie des aléas du direct, donc pour le coup, il y a un petit changement. Donc on va laisser à Amal l'occasion, et puis ce sera Anan ensuite. Voilà. D'accord, OK. Vous voyez donc la présentation? Oui, si vous, voilà, un petit peu plus grand et ce sera parfait. D'accord, OK.
Vous voyez toujours la présentation? Pardon. Oui, on la voit. Il faut juste qu'elle soit un tout petit peu plus grande. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Super. Donc, bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être parmi vous et vous présenter donc le programme PrEP Femmes. C'est un programme qui s'intéresse justement aux femmes et comme vous l'avez bien introduit, Nicolas, donc parmi les défis de la PrEP, il existe donc le problème du recours et de la rétention des femmes à la PrEP, d'où l'intérêt de notre programme PrEP Fab. Pour commencer un peu de basique sur la PrEP, donc la PrEP, prophylaxie pré-exposition, est une méthode de prévention biomédicale basée sur l'utilisation des antirétroviraux. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2014, a recommandé la PrEP pour les HSH d'abord. Et face à de nouvelles évidences scientifiques, elle a élargi sa recommandation et elle a recommandé la PrEP pour les populations les plus exposées au risque d'acquisition du VIH. Et ce, dans le cadre d'un package de prévention combiné comprenant un ensemble complet de services, notamment le préservatif, le conseil comportemental, le dépistage régulier du VIH et autres services. Et il y a deux modes de prise de la PrEP orale. La PrEP en continu, c'est une prise d'un comprimé par jour. C'est d'ailleurs le seul mode de prise de la PrEP recommandé pour les femmes. Et il y a le mode de la PrEP intermittente ou PrEP à la demande qui est recommandé qui est réservé plutôt aux HSH qui arrivent à programmer leur rapport sexuel. Donc, différentes formes de PrEP existent également à côté de la PrEP orale. Il y a notamment l'anneau intravaginal à base d'apivérine qui vient d'être recommandé par l'OMS en début de cette année. Il y a donc la forme injectable à base de cabotegravir. L'anneau vaginal est un anneau mensuel qui se change au bout de chaque mois. Par contre, les essais cliniques qui ont montré à cette date l'efficacité du cabotegravir pour la PrEP en injection, c'est une injection tous les 2 mois. Il y a aussi un implant qui est en cours d'étude et ces études montrent que ça peut protéger pendant plus d'1 an. L'efficacité de la PrEP a été largement démontrée grâce à des essais cliniques randomisés, surtout auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et des couples hétérosexuels sérodiscordants. Cette réduction peut aller jusqu'à 86%, notamment dans les essais PROUD hypergay. Mais on note que les essais cliniques, par contre, qui ont été réalisés exclusivement chez les femmes à risque, notamment femmes PrEP ou Voice, n'ont pas pu démontrer cette efficacité de réduction de risque de la PrEP chez les femmes. Il y a l'essai clinique Caprista qui, lui, a démontré une réduction de 39% seulement. On le sait très bien, la PrEP n'est efficace que s'il y a une forte observance. Les essais cliniques, dans ce graphique-là, vous voyez que les essais cliniques, dans ces essais cliniques, on voit très bien que plus les personnes sont observantes dans ce programme, plus il y a de réduction de risque. Vous voyez ici l'exemple de TDF2, de partenaires également. Par contre, plus les femmes ne sont pas observantes à la PrEP, bien évidemment, il y a la réduction de l'efficacité
de ce moyen de prévention. C'est ce qu'on voit ici pour les essais cliniques auprès des femmes exclusivement, justement. Donc, l'observance est un problème chez les femmes. Ces mêmes études ont montré que l'efficacité arrive à des niveaux beaucoup plus importants si chez plutôt les femmes observantes. Par exemple, dans l'essai clinique femmes PrEP, qui a révélé une réduction globale de 6%, chez les femmes, par contre, observantes, il y a une réduction de 76%. 66% en utilisant le gel à base de tenofovir, alors que c'est 15% dans l'essai global, et aussi une augmentation par rapport à l'essai clinique Aprisa, 54% chez les femmes observantes contre 39% au global. Le recours à la PrEP chez les femmes n'est pas aussi important que chez les hommes. Vous voyez dans ce graphique, on voit très bien qu'au fil des années, il y a de plus en plus de personnes sous PrEP, notamment aux États-Unis et en Afrique aussi. Mais si on voit par contre la proportion des femmes dans ces personnes qui utilisent la PrEP, on voit très bien qu'il y a très peu de femmes qui utilisent la PrEP. Par exemple, aux États-Unis, 93% des PrEPeurs sont des hommes en 2016. En Afrique du Sud, une étude auprès des femmes travailleuses de sexe a montré que seulement 13% des TS ont initié la PrEP, contre 54% chez les HSH. En France, par exemple, 97% des utilisateurs sont des hommes. Au Maroc, il y a par contre 32% des PrEPeurs qui sont des femmes travailleuses de sexe, et ce dans le cadre d'un programme de PrEP communautaire. Les femmes ont également besoin d'alternatives aux préservatifs, on le sait très bien, parce que ces femmes, notamment les femmes les plus exposées, ont vraiment besoin d'alternatives aux préservatifs parce qu'ils n'utilisent pas systématiquement le préservatif dans leur rapport. Donc, et c'est ce qui explique ces prévalences élevées du VIH auprès de certaines populations, notamment les femmes travailleuses de sexe, avec environ 12% dans le monde et 36% de prévalence estimée en Afrique subsaharienne. Il y a aussi les femmes transgenres avec 19% 19% donc de prévalence estimée chez ce groupe, et aussi les femmes partenaires de personnes qui s'injectent les drogues, qui sont souvent dans des couples mariés ou des couples stables, et donc ces femmes n'utilisent pas le préservatif avec leur conjoint, ce qui les rend de plus vulnérables vulnérables à l'infection VIH et aussi aux hépatites B et C. Alors, ces femmes travailleuses de sexe et aussi ces femmes transgenres dans les pays où le travail de sexe est illégal exercent dans des conditions dangereuses qui les exposent davantage au VIH, et les femmes transgenres souffrent encore plus d'un taux élevé de stigmatisation et discrimination, ce qui les rend encore plus vulnérables au VIH. Pourtant, avec cette grande vulnérabilité, on voit donc qu'il y a un faible recours et une rétention faible des femmes au programme de la PrEP. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce faible recours et cette faible rétention, notamment le manque de connaissance de la PrEP, la non-adéquation de la promotion de ce service qui cible un peu plus les HSH. La non-adéquation peut être aussi du service, la vulnérabilité sociale et économique, la perception du risque chez ces femmes, en plus bien sûr de la peur des effets secondaires et des interactions médicamenteuses, ou encore la gestion de plusieurs médicaments. Il y a également la préoccupation par rapport à la surveillance médicale en routine de la PrEP, et aussi, à côté de tout ça, le mode de prise quotidien qui, comme on a dit, le seul mode possible pour ces femmes.
D'où donc l'intérêt de notre programme PrEP Femmes qui s'intéresse particulièrement à ces trois groupes de femmes, les femmes travailleuses de sexe au Mali et au Maroc, les femmes travailleuses de sexe, voilà, on a dit au Maroc et au Mali, et les femmes transgenres et les femmes partenaires de personnes qui s'injectent les drogues à Maurice. C'est un programme de 36 mois porté par l'Association de lutte contre le sida au Maroc en partenariat avec Arcade Santé Plus au Mali et avec PILS à Maurice. Ce programme est financé par l'initiative Expertise France. Avant ce programme, la situation dans les trois pays donc, par rapport à la PrEP, à part le Maroc, qui a déjà un service de PrEP communautaire pour les HSH et pour les TS également. La PrEP n'est pas disponible au niveau des structures communautaires pour les femmes, ni au Mali ni à Maurice. Au Mali, il y a seulement le projet de recherche COMESTEM PrEP pour les HSH à Bamako. Qui est disponible et donc la PrEP n'est pas accessible pour d'autres populations clés. À Maurice, la PrEP est disponible au niveau des structures du ministère de la Santé depuis novembre 2018, mais elle n'est pas délivrée au niveau communautaire ni la promotion de la PrEP elle n'avait pas été encore réalisée pour les populations clés les plus concernées. Au Maroc, malgré qu'on a commencé le projet de démonstration, donc préparement au camp 2017, on a noté une faible rétention chez les femmes travailleuses de sexe comparé au HSH, c'était de 20% chez les femmes travailleuses de sexe. Pour donc améliorer le déploiement de la PrEP chez ces femmes dans ces trois pays, ce projet a prévu 3 axes d'action. Le premier axe d'action, c'est la recherche, qui va permettre de produire des données scientifiques nécessaires à l'orientation d'une stratégie de déploiement de la PrEP adaptée au contexte donc, des 3 pays du projet. Ensuite, le deuxième axe, c'est l'axe de plaidoyer qui va permettre de mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer spécifique à chaque pays et donc de pouvoir améliorer l'environnement politique et sanitaire. Et enfin, le troisième axe, c'est l'axe d'intervention qui va permettre de créer ou renforcer le service de PrEP communautaire dans l'offre de prévention combinée offerte donc déjà dans les 3 associations communautaires partenaires de ce programme. Pour la recherche, donc, qui est donc le premier axe de ce projet, c'était parmi les activités phares de ce programme. Et donc, l'objectif de cette recherche était de identifier les barrières individuelles, structurelles et organisationnelles au déploiement de la PrEP chez les femmes. Et pour cela, donc, nous avons mené une étude mixte avec une enquête quantitative, une enquête qualitative. Donc, cette enquête, bien sûr, le protocole de recherche de cette enquête a été validé par un conseil scientifique et aussi par les comités d'éthique des 3 pays. Et donc, elle a concerné les femmes travailleuses de sexe à Rabat et à Agadir, et aussi les femmes travailleuses de sexe à Bamako, et les femmes transgenres à Port-Louis, à Maurice, et les femmes partenaires de personnes qui s'injectent des drogues, toujours à Maurice. Les femmes devaient être âgées de 18 ans et plus, et on a exclu de cette étude les femmes vivant avec le VIH. En parallèle avec cette enquête quantitative, je disais, il y a une enquête qualitative avec 170 entretiens semi-directifs qui ont été réalisés. Pour mener cette enquête, nous avons utilisé l'enquête quantitative, nous avons utilisé la méthode de recrutement basée sur les répondants, la RDS, qui permet d'atteindre des populations cachées et difficiles à atteindre. Donc, grâce à cette méthode de recrutement,
Donc, on a pu recruter les 250 femmes TS à Rabat, 250 femmes à Agadir et on a pu recruter également les 250 femmes entre transgenres et femmes partenaires de PID à Maurice. Le questionnaire que nous avons utilisé, c'est un questionnaire que nous avons mis sur la plateforme Voxco. La saisie était en ligne. Les quatre thèmes plutôt de ce questionnaire étaient les caractéristiques sociodémographiques, la contraception santé reproductive, le VIH et les stratégies de prévention, et enfin un volet sur la PrEP, connaissances, intentions d'utilisation, barrières à la PrEP. Et en parallèle avec ce questionnaire, donc, il y avait l'enquête qualitative qui a utilisé un autre guide d'entretien sur la perception du risque et besoin d'alternatives aux préservatifs, les leviers et barrières à l'utilisation de la PrEP chez les femmes, le service PrEP adapté aux besoins des femmes, et aussi on a parlé également des autres formes de la PrEP, les autres formes, comme on a vu, la forme injectable, la forme d'anneau intravaginal aussi. Ce premier axe de projet a été déjà est presque terminé plutôt. Donc, nous avons déjà terminé les enquêtes quantitatives et qualitatives. Les 3 associations actuellement disposent des données scientifiques sur les barrières au déploiement à la PrEP pour les femmes concernées par l'étude. Nous avons commencé la restitution des résultats à travers des ateliers et nous continuons donc cette étape de restitution des résultats auprès des populations ciblées. Et bien sûr, on a prévu de valoriser ces données scientifiques à travers des articles scientifiques, à travers des publications donc, et à travers des conférences. Le deuxième axe de ce projet est le plaidoyer. Donc, ce plaidoyer qui va se nourrir des résultats issus de la recherche dans le premier axe va permettre d'améliorer l'environnement politique et sanitaire dans les 3 pays du projet pour déployer ou renforcer la PrEP pour ces femmes. Pour ce axe, nous avons commencé d'abord par composer un comité de plaidoyer qui est composé de plaideurs des 3 associations. Ce comité de plaidoyer, sa principale mission serait d'élaborer une stratégie de plaidoyer, élaborer un plan d'action. Donc, chaque pays aura son propre plan d'action qui prend en considération, bien sûr, le contexte de chaque pays, mais également les résultats de l'étude pour justement mettre en place un plan d'action afin, comme on a dit, d'améliorer cet environnement d'intervention. Alors, le plan d'action est en cours de préparation. Parmi les activités prévues dans ce plan d'action, il y a les ateliers de sensibilisation, que ce soit auprès des populations clés, mais aussi auprès des acteurs, des autres acteurs, notamment les décideurs politiques, les médecins, les pharmaciens, les autres associations thématiques. Et enfin, le 3e axe de ce projet, donc, c'est l'intervention et qui va donc permettre d'améliorer l'accès à la PrEP pour les travailleuses de sexe au Maroc, au Mali et aussi les femmes partenaires de personnes qui s'injectent les drogues et les femmes trans à Maurice. Cet axe arrive donc en 3e année du programme et grâce à cet axe, on va tout d'abord mettre en place des outils de promotion et de monitoring adaptés. Donc, on va justement utiliser encore une fois les résultats de l'étude et en concertation avec les communautés concernées, on va élaborer des outils de promotion qui vont nous permettre de mobiliser les femmes. Bien sûr, les équipes qui vont assurer l'accompagnement de ces futures utilisatrices de PrEP seront des acteurs des équipes communautaires qui seront formées
pour accompagner ces femmes et donc pour la dispensation communautaire de la PrEP au niveau des 3 associations partenaires dans ce programme. Ce service de PrEP, bien sûr, sera offert dans le cadre d'un package de prévention combiné qui comprend le dépistage régulier du VIH, le dépistage et le traitement des IST, le dépistage de l'hépatite B et l'hépatite C, le vaccin pour l'hépatite B, bien sûr, on va fournir également le préservatif et le Conceal pour les femmes usagères de PrEP. Il y a également des services de santé reproductive comme le test de grossesse et la contraception. Ce package sera complété en fonction des résultats de l'étude, bien sûr, et en concertation avec les différentes communautés concernées. Le programme a prévu de mettre sous PrEP 600 femmes au total dans la 3e année de ce programme. Donc, 300 femmes au Maroc, 150 femmes au Mali, 75 femmes partenaires de personnes usagères de drogues injectables et 75 femmes transgenres à Maurice. En conclusion, ce programme PrEP Femmes, comme vous le voyez, concerne des minorités vulnérables qui souffrent de discrimination et de stigmatisation, et ce qui les rend encore plus vulnérables à l'infection à VIH. Et justement, ce programme va nous permettre d'adapter cette offre de services en prenant en compte les inégalités liées au genre. Vous l'avez bien compris, on table beaucoup sur ce premier axe qui est l'axe de la recherche. C'est la recherche communautaire qui, en plus bien sûr des résultats scientifiques que nous allons utiliser aussi bien pour nourrir l'axe de plaidoyer que pour mettre en place l'axe de l'intervention, cette recherche communautaire a permis également une façon de renforcement des capacités, un empowerment des communautés qui ont pu participer aux différentes étapes de cette recherche, et donc ce qui fait la force et la plus-value de la recherche communautaire. L'axe plaidoyer est très important. Les associations partenaires dans ce programme ont des départements de plaidoyer assez forts et on compte sur eux justement pour améliorer l'environnement de l'intervention et l'implication des différentes parties prenantes dans ce programme. Et enfin, ce programme aussi démontre l'efficacité de l'approche communautaire. Déjà, à cette étape, on a pu réaliser les premières activités, mais les prochaines activités, notamment celles liées à l'axe de l'intervention, vont nous permettre de mettre en œuvre une solution de PrEP adaptée à ces femmes pour ainsi se protéger contre le VIH. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Amal. C'était très clair et très intéressant. J'ai une petite, alors c'est peut-être un peu tôt, hein, mais j'ai une petite question. C'est que j'ai vu que dans la recherche, vous essayez justement dans la recherche qualitative de vous intéresser sur les freins spécifiques aux femmes concernant l'usage de la PrEP. Est-ce que vous avez déjà quelques éléments à nous apporter sur ces freins qui seraient spécifiques à l'usage chez les femmes ? Oui, effectivement. C'est vrai que les résultats de cette étude on a encore que les résultats préliminaires de l'étude, mais effectivement, nous avons pu identifier des freins très importants par rapport à l'usage de la PrEP chez ces femmes. C'est des freins, il y a des freins liés au médicament lui-même et des freins liés aux individus, donc à la femme, comme une vulnérabilité socio-économique qui fait que pour certaines de ces femmes, se protéger vient en deuxième lieu parce qu'il y a d'autres
d'autres priorités, justement à cause de cette vulnérabilité socio-économique, principalement économique, qui fait que ces femmes ont besoin de faire, par exemple, le travail de sexe pour pouvoir vivre et faire vivre leur famille. Donc, l'étude qualitative a vraiment mis le point sur sur ce problème de vulnérabilité économique. À côté de cela, il y a effectivement d'autres barrières sociales, par exemple la discrimination et la stigmatisation à laquelle ces femmes sont victimes. Il y a également, comme je disais, des barrières liées aux médicaments, euh, comme les effets secondaires et le fait de prendre quotidiennement ce médicament de PrEP. Et j'ai une autre question. En France, quand on a commencé à travailler sur la PrEP dès le départ auprès des HSH et des hommes gays, il y a eu beaucoup de débats autour de l'utilisation des ARV et des antirétroviraux comme moyen de prévention. Et voilà, c'était un changement de paradigme en termes préventifs et ça posait beaucoup de questions et en termes d'acceptabilité. Est-ce que dans vos contextes, c'est la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de réticence par rapport à ça, à mettre en place un outil qui utilise des ARV? En effet, effectivement, justement, le fait que c'est une prévention basée sur des antirétroviraux, déjà, ça en lui-même, ça fait un frein pour les femmes, par exemple, parce qu'elles se disent que c'est le médicament que prennent les femmes vivant avec le VIH et donc ça risque d'être déjà une stigmatisation pour ces femmes. Le contexte dans nos trois pays, au Maroc, Mali et Maurice, donc on a vu à travers cette étude une grande acceptabilité de ces femmes, une grande intention d'utiliser la PrEP, mais l'un des problèmes majeurs, c'est que ces femmes ne connaissent pas encore la PrEP. Donc, le chemin est encore long. À côté de ça, il y a les autres acteurs, notamment les soignants, les décideurs politiques, qui ne sont pas obligatoirement au courant de la PrEP. Et donc, effectivement, il y a cette réticence parce que quand on ne connaît pas, donc on est automatiquement réticent parce qu'on n'a pas assez de connaissances sur la PrEP. La même chose chez les soignants. Donc, il y a même des soignants qui peuvent déconseiller les femmes d'utiliser la PrEP par manque de connaissances, manque d'informations sur la PrEP. J'ai une dernière question, parce que c'est vrai qu'aussi, la spécificité chez les femmes, c'est de prendre, on va le citer, mais du Truvada tous les jours, hein, contrairement aux hommes qui peuvent avoir cette option de le prendre à la demande, ce qui est moins consommateur d'ARV. Est-ce que dans certains contextes, je ne pense pas au Maroc, mais par exemple au Mali, ça vous inquiète pas en termes d'accessibilité des médicaments et la possibilité pour les femmes peut-être d'avoir un moment où justement il y a une rupture de traitement sur ces questions-là? D'accord. Pour la rupture du traitement, ce n'est pas aussi fréquent que ça, ni au Maroc, ni au Mali, ni à Maurice. Par contre, comme vous l'avez bien dit, la prise quotidienne est une vraie barrière à la PrEP chez les femmes. Justement, c'est la raison pour laquelle dans notre programme, on a voulu explorer la vie de ces femmes et aussi des décideurs politiques et des soignants par rapport aux autres formes de la PrEP. Et donc, on a déjà compris que pour certaines femmes qui sont réticentes encore pour utiliser la PrEP parce que c'est une prise quotidienne d'un médicament, sachant qu'elles prennent également la contraception. Donc, pour elles, c'est lourd de prendre déjà la pilule et en plus le médicament de la PrEP. Aussi, la taille du médicament, la taille du comprimé, il est grande. Donc, face à tout cela, quand on a parlé des autres formes de la PrEP, notamment l'anneau intravaginal ou encore l'injection, on a remarqué que les femmes étaient plus convaincues ou plus pour ces deux autres formes. Elles pensent que c'est plus intéressant pour elles, c'est plus pratique de prendre une injection de PrEP pendant 2 mois pour rester tranquille ou prendre un anneau vaginal avec moins d'effets secondaires, parce qu'aussi la peur des effets secondaires à court terme et aussi à long terme.
C'est l'une des préoccupations de Stéphane. Eh bien, merci beaucoup. C'était très gentil. Je vais donc, et c'était très clair, et voilà, on a des questions qui sont intéressantes pour voir aussi quelles sont les pistes d'exploration qu'on peut faire, enfin, qu'on peut mener pour envisager d'élargir la PrEP à d'autres publics, en particulier les femmes. C'est pour ça que je vais passer maintenant la parole à Hanan Mouhim pour qu'elle puisse nous parler justement de l'expérience du kiosque en Seine-Saint-Denis. Donc là, on vient dans un autre territoire, on va explorer d'autres problématiques. Donc voilà. J'arrête le partage. S'il vous plaît, comme ça, Oui, ça permettra à Hanan de partager sa présentation. Ok, bien sûr. Super, c'est impeccable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous voyez bien? On voit impeccablement. Super. Donc, je m'appelle Hanan, je suis la directrice du Checkpoint Paris, du CGID et du Centre de santé sexuelle. Et à côté de moi, il y a Patrick Florentini, qui est un animateur de prévention au Checkpoint. On va vous parler du coup de l'expérience commune qu'on a avec notre CGID, donc le Checkpoint, et celle du centre de santé municipal, le centre de santé du docteur Pasquier sur la création d'une consultation PrEP à Aubervilliers. Pour vous présenter rapidement le Checkpoint, donc le Checkpoint Paris est porté par c'est un centre de santé sexuelle communautaire et un CGID qui est porté par l'association Le Kiosque Info-Sida et Toxicomanie, qui lutte contre le VIH et les IST en proposant une offre de santé sexuelle complète et gratuite afin de favoriser l'accès aux soins pour toutes et pour tous. Donc, on a une approche communautaire, ce qui nous permet de combattre les inégalités sociales de santé auxquelles sont confrontées les personnes appartenant aux communautés LGBTI+. Notre association a été créée en 1986. En 2010, il y a eu la création du Checkpoint Paris dans le cadre d'une recherche biomédicale sur le dépistage du VIH qui a été implémentée dans le Marais. Donc, c'était une recherche sur les tests rapides d'orientation diagnostique du VIH. En 2016, il y a eu, le Checkpoint est devenu une antenne CJ de la PHP, Fernand Vidal, Saint-Louis et la Riboisière. Et en 2018, le Checkpoint Paris a répondu à un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la DGS pour l'ouverture de centres de santé sexuelle d'approche communautaire. 4 centres de santé ont été retenus en France, dont le Checkpoint Paris pour l'Île-de-France. Et il y a eu du coup une autonomisation en même temps de notre CGID. Donc, on vient d'ouvrir là tout juste le 3 mai là, de cette année. La particularité du Checkpoint, j'en profite pour parler un petit peu de notre association. La particularité du Checkpoint et des 3 autres centres de santé qui ont été créés en France, c'est de bénéficier de machines de biologie délocalisées qui nous permettent le rendu rapide de résultats par PCR pour les chlamydia et les gonorrhées et des charges virales VIH et VHC en moins de 2 heures et du coup qui nous permettent vraiment de faire du test and treat, de pouvoir traiter les personnes quand le résultat est positif dans la journée et de pouvoir les orienter vers le soin, vers nos partenaires quand il s'agit du VIH ou du VHC. Pour reparler du coup de cette consultation PrEP au CMS, du coup le projet, il visait vraiment à créer une consultation à destination des personnes migrantes et des personnes en situation de précarité, en s'appuyant sur du coup l'allée vers et la péridance. Au Checkpoint, on a des consultations PrEP depuis 2016, depuis qu'on est une antenne CGID, mais on avait un profil de PrEPeurs qui était assez homogène. Voilà, un peu comme l'enquête d'Annie Velter sur la PrEP de 2019 l'a montré. Donc, en France, les PrEPeurs sont des HSH qui ont en moyenne 37 ans, qui vivent en région parisienne et qui sont qui ont plutôt des revenus aisés, confortables.
Du coup, l'idée, c'était vraiment de permettre un accès à cet outil de prévention à d'autres populations clés de manière équitable. Jusqu'en juin 2021, tu l'as dit tout à l'heure, Nicolas, seuls les services de maladies infectieuses et tropicales et les CGID étaient habilités à réaliser la primo-prescription de PrEP auprès des patients et des patientes, ce qui contribuait vraiment à saturer l'offre de PrEP. Nous, on ressentait beaucoup ici au Checkpoint sur l'ensemble du territoire et du coup à augmenter les inégalités sociales de santé. Donc, on a souhaité délocaliser l'une de nos consultations sans fermer une consultation du Checkpoint, parce qu'il ne s'agissait pas d'enfermer une pour en ouvrir une ailleurs, mais vraiment d'élargir l'offre de PrEP sur le territoire. Et on voulait que cette consultation soit localisée dans un territoire qui accueille des populations migrantes ou en situation de précarité et un territoire qui soit on pensait au 93, parce que c'est vrai que le 93, c'est un territoire qui est sous-doté en offre de soins. On le sait, l'ARS le dit, il y a 37 des 40 communes de Seine-Saint-Denis qui est sous-doté en médecins généralistes. Et puis, c'est vrai que c'est un département qui est particulièrement touché par le VIH. Donc, les objectifs, il y en avait 3, d'augmenter l'offre de consultation PrEP sur un territoire sous-doté, pour favoriser l'accessibilité à la PrEP pour toutes les populations clés de manière équitable. Le deuxième, c'était de permettre aux médecins généralistes du centre de santé partenaire de proposer la PrEP rapidement à leurs patients, sans orientation externe, et du coup de diminuer l'accès à la PrEP, d'éviter les perdus de vue et de réduire les occasions manquées. Le troisième, c'était d'implémenter une offre de santé sexuelle dans une offre de santé globale, du coup au sein d'un centre de santé qui accueille les populations vulnérables face au risque du VIH, en proposant une consultation clé en main et la formation des médecins généralistes au parcours PrEP. Donc l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était surtout pas de fermer une consultation PrEP au Checkpoint qui était déjà, l'offre elle était déjà saturée. Du coup, on a cherché des financements pour ce projet et on a répondu à un appel à projet qui a été lancé par le département de Seine-Saint-Denis. Et du coup, notre projet a été retenu et cofinancé par le département de Seine-Saint-Denis et l'association Vert Paris Sans Sida. Une consultation PrEP de 4 heures a donc été créée et elle est assurée de façon hebdomadaire au sein du CMS du Dr Pascal Aubervilliers. Et les consultations sont réalisées par un médecin et un animateur de prévention du Checkpoint en partenariat avec un médiateur de santé du programme Repère de l'association ARCAT et l'équipe des infirmiers du CMS pour les prélèvements. Pour mettre en place ce questionnaire, donc on a d'abord écrit le projet, répondu à l'appel à projet. Et ensuite, on a rencontré plusieurs équipes de différents centres de santé. Le centre de santé du docteur Pesquet était particulièrement sensible du coup à la création de cette consultation. On a créé 2 questionnaires, l'équipe du Checkpoint a créé 2 questionnaires, un à destination des professionnels et un à destination des usagers et des usagères du CMS, pour identifier un petit peu les pratiques et les besoins qu'il y avait. À la suite de ça, il y a eu la mise en place des midis en santé sexuelle, qui sont des rendez-vous thématiques qui sont animés par un médecin du Checkpoint et des professionnels extérieurs au sein du centre de santé, à destination du coup des professionnels du CMS. Il y a eu la création d'affiches, vous en avez une là juste à droite, d'affiches de communication qui ont été diffusées dans le CMS et dans les structures partenaires pour faire connaître la consultation. Et puis, il y a tout un travail qui est fait par les médiateurs d'aller vers 2.0 avec la création d'un compte Grindr PrEP au CMS en se géolocalisant, mais ça, Patrick pourra vous en parler mieux que moi. Et il y a eu différentes rencontres rencontres de l'équipe avec plusieurs associations qui sont présentes sur le territoire pour faire connaître la consultation. Donc voilà, on vous a mis là deux des affiches qui ont été faites pour communiquer autour de cette consultation.
Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. J'en ai quelques-unes, moi, des questions. La première, qui est assez anecdotique, et ce sera pour donner la parole à l'animateur de prévention qui brûle de prendre la parole, c'est vous utilisez un outil comme Grindr pour faire voilà, des consultations, enfin, en tout cas inviter les gens à venir au CMS. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières avec Grindr? Parce qu'on sait que c'est jamais très simple. Et est-ce que ça s'est un peu amélioré pour avoir mené, moi, de mon côté, voilà, des tentatives de travail pour sensibiliser à travers cet outil-là, en tout cas cette plateforme de rencontre? Est-ce que vous avez eu des difficultés ou pas, ou ça a été assez facile à mettre en place, ce type d'outil? C'était assez facile à mettre en place. On a eu un petit souci avec Grindr qui, à un moment, parce qu'on fait de la l'EVA aussi au checkpoint, nous avait bloqué le compte Ok. parce que des personnes nous avaient signalé comme parce qu'ils ne voulaient pas être dérangés par la prévention quand ils étaient sur le site. Mais au contraire, ça se passe très très bien au centre, au CMS. C'est vraiment l'occasion même pendant les consultations, on peut recevoir des personnes qui sont géolocalisées près du centre. Pour un exemple, la semaine dernière, il y a une personne la consultation était pleine, qui a demandé si on pouvait, qui était là, si elle pouvait passer. On lui a dit oui, bien sûr. On l'a rencontré. Il s'est trouvé que c'était un jeune homme qui était en France depuis 7 mois, qui venait de Côte d'Ivoire, qui a eu un parcours migratoire où il est passé par le Maroc. Et dans ce cas-là, on fait un test rapide VIH VIH et hépatite C avec un entretien. Et lors de l'entretien, il nous a dit que, en fait, il a été victime de violence. Il a été victime justement sur Grindr au Maroc. Il a été contacté par une personne qui a organisé un guet-apens et il s'est retrouvé avec 2 personnes qui l'ont agressé avec des couteaux et des sabres. Et ça, il n'en avait parlé avec personne. Et du coup, comme au checkpoint, on a fait une consultation, enfin, on a un protocole de violence. On a identifié pas mal d'acteurs de prévention autour des violences faites aux personnes LGBT ou violences faites aux femmes. Et ça a été l'occasion de l'orienter vers le COMED. Et du coup, cette personne est allée une semaine après à un point d'accueil LGBT qui est organisé par le COMED pour les personnes migrantes. Donc en fait, ça marche plutôt bien, c'est très réactif et les personnes qui ne sont pas intéressées sont quand même contentes de cette initiative. Donc je pense que oui, c'est devenu un outil assez C'est démocratisé. qui s'est démocratisé et qui est très efficace, vraiment très efficace. Et de ce que je comprends, en plus, ça paraissait une belle porte d'entrée pour avoir un accompagnement plus global sur d'autres questions qui touchent pas, enfin, qui touchent évidemment à la prévention et à l'exposition à VIH, mais aussi à d'autres situations qui sont plus problématiques et qu'il faut aussi adresser. Donc, c'est encourageant. C'est assez important pour les personnes qui sont précarisées, qui ont un parcours migratoire, de multiplier les partenaires, multiplier les possibilités de suivi, de ressources, en fait. Et on fonctionne beaucoup comme ça au checkpoint. J'ai une autre question. Ce que tu as très bien souligné, Anna, au départ, c'est qu'en fait, soyons honnêtes, au départ, l'offre de PrEP a été plutôt, enfin, en tout cas, on peut dire que les HSH CSP+, voilà, qui avaient un certain niveau de revenus, un certain niveau de capacité à se renseigner sur le VIH et à investir les nouveaux outils, se sont totalement accaparés au départ cet outil, cette nouvelle prévention, la PrEP, et avec un niveau d'acceptabilité relativement fort. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de question sur l'usage d'ARV pour se protéger du VIH. Et c'est là qu'on rejoint peut-être aussi la question des femmes et la PrEP. C'est est-ce que ces publics que vous rencontrez, enfin si vous avez déjà un peu de recul là-dessus, les publics que vous rencontrez au sein du CMS, quel est le travail d'information qu'il faut avoir sur ce type sur la PrEP? Et est-ce que l'acceptabilité est aussi forte que pour ces HSH, on va dire CSP+? Je pense qu'elle l'est. La différence, c'est l'information, en fait. Contrairement aux HSH, CSP+, les personnes qui sont plus précarisées, on ne leur a pas suggéré la PrEP ou ils n'en ont pas assez entendu parler.
Je pense qu'une fois qu'on les a bien informés sur la PrEP, il y a une adhésion totale. Puis, en fait, il y a aussi, enfin, il y a deux sujets. Je vais rejoindre, je te rejoins et puis je vais rejoindre ce qu'a dit Amal tout à l'heure. On le voit bien, même au checkpoint, hein, quand on a un partenariat avec Afrique Arc-en-Ciel, du coup, c'est un public qu'on arrive à toucher maintenant aussi au checkpoint. Euh, en fait, quand les personnes sont en situation de précarité, notamment de précarité économique, mais qu'il y a d'autres vulnérabilités, d'autres violences qui se conjuguent liées aux discriminations, voilà, à l'orientation sexuelle, mais pas que, parce qu'il s'agit principalement de personnes racisées, c'est plus compliqué. Et on le voit au checkpoint, quand on a des personnes, par exemple, qui commencent la PrEP et qui, au bout de 3 mois, qui ne reviennent pas à leur rendez-vous, quand on les recontacte, on dit, bah, qu'est-ce qui se passe? On reprend rendez-vous. Ben non, mais là, franchement, j'ai perdu mon logement, je n'ai pas de couverture sociale, etc. En fait, là, c'est pas ma priorité principale. Voilà, donc ça, c'est un très fort frein, enfin, c'est un frein très important. C'est-à-dire que pour prendre soin de soi, il faut être dans certaines conditions et la précarité ne permet pas de prendre soin de soi. En tout cas, c'est plus compliqué. Oui, c'est ce qu'on appelle, enfin voilà, c'est des paramètres, c'est syndémique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent directement en collision, qui fait que c'est beaucoup plus difficile de prendre soin de soi et de se préoccuper d'abord de sa santé sexuelle en particulier. Donc, tout à fait. Et j'ai une dernière question qui est un peu annexe, mais ce qui m'a été remonté, ce qui a été remonté par beaucoup d'acteurs, hein, c'était compliqué d'avoir accès à la PrEP, ne serait-ce qu'avoir accès à des rendez-vous PrEP, parce que tous les services des maladies infectieuses ou des Cégides, et je parle aussi du 190 à Paris, et du checkpoint étaient un peu embolisés, et c'était compliqué. Compliqué parce qu'il y a plusieurs missions et qu'on ne peut pas faire que de la PrEP tout le temps, et que voilà, aussi offrir l'accès à la PrEP, ça veut dire aussi offrir un suivi, donc ça demande aussi un certain nombre de rendez-vous de manière régulière. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le fait qu'on va ouvrir un cours d'ouverture aux médecins généralistes, l'accès à la PrEP, en tout cas la possibilité de prescrire initialement la PrEP, ça va vous faire un peu respirer aussi, ou ça va pas changer grand-chose? Alors, je pense que les médecins qui militent contre les inégalités sociales de santé et qui sont militants enfin, voilà, en médecine de ville, de toute façon, ils prenaient déjà le relais. Nous, c'est vrai qu'on avait, pour pas emboliser la consultation au checkpoint, on avait pour habitude de réorienter les patients et les patientes qu'on recevait ici à 7 mois en médecine de ville avec, voilà, avec des médecins qui étaient bienveillants, respectueuses des orientations sexuelles et des genres et du genre. Et après, je crois, mais ça c'est un autre, enfin on le verra, je pense que si on ne valorise pas la consultation, ce qu'on appelle le C, quoi, le prix de la consultation en médecine générale, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, pourquoi? Parce que les initiations PrEP, c'est 40 minutes. D'autant plus quand on a un public qui a d'autres facteurs de vulnérabilité. Et voilà, une consultation, je pense que les médecins militants, encore une fois, qui militent contre les inégalités sociales de santé, qui sont sensibles au VIH, voilà, vont prendre le relais. Je pense que pour d'autres, ça va être plus compliqué et qu'il faut qu'il faut sans doute qu'il y ait aussi cette valorisation du C qui se fasse. Voilà. Bon, Comme ça a été fait pour autre chose, hein, comme ça a été fait pour la contraception, par exemple, pour les frottis, voilà. Et c'est une question qui est récurrente dans le VIH, concernant notamment le suivi des PVIH en ville, les personnes qui vivent avec le VIH en ville, qui sont en général des consultations longues et qui nécessitent aussi d'être valorisées. C'est des questions qui se posaient régulièrement et qui se posent encore. Donc, voilà. Donc par exemple, dès qu'on touche à la prévention ou à un suivi sur le VIH, ça nécessite en effet d'avoir un peu de temps pour parler avec les patients. Merci beaucoup. Je vais donc te demander de départager ton écran et je vais passer la parole au docteur Aude Lucarelli, qui nous a fait la gentillesse de nous rejoindre depuis Cayenne.
et donc de parler du travail du Cégide de Cayenne auprès des travailleuses du sexe. Donc, c'est un autre public et on voyage encore ailleurs. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, je me présente, Dr Lucas Eliod. Merci au comité d'organisation de m'avoir invité à parler sur ces journées du SIDAction. On m'a demandé de venir vous présenter en fait la mise en place des consultations PrEP à Cayenne et les difficultés que nous avons observées. Donc, je vais vous raconter une petite histoire, l'histoire de la PrEP à Cayenne. Donc, tout d'abord, l'histoire se passe un petit peu plus lointain. On est passé par le Maroc, on est allé en Seine-Saint-Denis. Là, maintenant, on va en Guyane. Donc, c'est un département français d'outre-mer qui se situe en Amérique du Sud, entre le Brésil et le Suriname, avec 97% de forêt équatoriale. On a 90% de la population qui vit sur le littoral, avec plus de 50% de la population qui se concentre sur Cayenne et ses environs. Donc, on a quand même un maillage sur notre territoire avec des établissements de santé. On a le groupement hospitalier territorial qui regroupe 3 hôpitaux qui sont le centre hospitalier de Cayenne, le centre hospitalier de Kourou et sur Saint-Laurent-du-Maroni, donc à la frontière du Suriname, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Et vous pouvez voir sur cette carte, en petit losange bleu, ce sont les centres le centre délocalisé de prévention et de soins qui sont coordonnés sur l'hôpital de Cayenne et qui permettent donc d'avoir accès aux consultations, et vous le verrez aussi à l'après. Là, je vous ai mis une carte avec les principales associations qui sont impliquées dans la prévention des IST, mais elle n'est pas exhaustive. Il manque beaucoup d'associations, mais sinon, ça aurait été illisible. C'est parce que dans la prévention des IST, dans la prévention du VIH, dans l'accompagnement à la PrEP, les actions des associations, la médiation en santé, la médiation culturelle sont essentielles. Et nous, médecins hospitaliers, on ne pourrait rien faire sans les associations. Donc, nous, on est quand même assez bien maillés malgré nos disparités sur le territoire, avec la Croix-Rouge française, qui est aussi Cégide, qui est présent sur tout le littoral, sur Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. On a la AIDS, qui est présent sur l'ouest guyanais et qui va balayer donc de Saint-Laurent-du-Maroni à Maripasoula, avec des actions de prévention. On a l'association ADER qui est présente sur Kourou. Entraide des médecins du monde qui sont présentes sur Cayenne, Idée Santé, l'ADA qui sont à la fois présentes sur Cayenne et sur Saint-Georges de l'Oyapock, qui est une ville frontalière avec le Brésil. On va s'arrêter un petit peu plus sur Entraide, donc qui est une association où nous, en fait, à l'hôpital de jour de Cayenne, nous travaillons beaucoup. L'association Entraide est présente sur le territoire depuis plus de 30 ans. Elle est active en fait dans la prévention des IST, mais aussi sur l'accompagnement des patients vivant avec le VIH, avec une action spécifique sur les travailleuses du sexe et les personnes en vulnérabilité, avec des médiatrices dédiées qui vont faire des actions de prévention, qui vont faire des maraudes dans les quartiers connus à forte prostitution. Et il va y avoir aussi un local directement dans le secteur reconnu pour sa prostitution, un local qui est ouvert le soir avec une médiatrice qui est présente. C'est un lieu qui est connu, beaucoup connu de nos travailleuses du sexe, qui vont leur permettre en fait au cours de leur nuit de travail de pouvoir venir se poser, venir des fois papoter entre elles, mais se poser, voir la médiatrice, avoir des questions si elles ont des problèmes, que ce soit de l'ordre social, santé ou autre, pouvoir discuter. C'est un point de regroupement. Elles vont boire un thé, un café, pouvoir manger. Et aussi, il va y avoir une distribution systématique de préservatifs dans le local. Hop, je vais dans le mauvais sens. Donc, revenons à notre petite histoire. On est en Guyane. La Guyane, donc, c'est le département français le plus touché par l'infection au VIH. On a une prévalence qui est 11 fois plus élevée que n'importe quel autre département français. La file active, donc je dis bien la file active, donc ce sont les patients
suivi sur les 3 hôpitaux, Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, et donc sur les différents CDPS, regroupe environ 2000 patients. On a plus d'1% de nos femmes enceintes qui sont porteuses du virus du VIH. Donc, en 2017, notre histoire commence en 2017, l'amtricitabine tenofovir a eu l'AMM pour être prescrit dans l'indication de la PrEP. À l'époque, donc dans les recommandations Morla ou de l'HAS sur les indications, donc je n'ai pas retrouvé parce que ça a été modifié depuis, mais il y avait 4 indications pour pouvoir mettre la PrEP chez un patient. Le premier que tout le monde connaît, ce sont les ASH multipartenaires. Le deuxième, les travailleurs du sexe. Troisième, les usagers de drogues intraveineuses. Et les quatrièmes, les personnes en vulnérabilité vis-à-vis du VIH, donc qui pouvait être très flou. Il y avait un petit astérix pour nous donner des exemples. Et quand on se reportait à l'astérix, au milieu de plusieurs exemples, il y avait « vivant en Guyane ». Donc, on a toutes les indications. Normalement, on aurait pu mettre tout le monde. Finalement, on va plutôt aller de se pencher sur la question donc, de l'accès à la PrEP. On a donc nos patients ASH sont venus assez spontanément avec toutes les campagnes qu'il y a pu y avoir en métropole, avec Paris sans sida, Nice sans sida, sont venus souvent spontanément demander des rendez-vous, des fois plus ou moins mal aiguillés parce que ce n'était pas encore assez bien connu en 2017, mais deviennent de plus en plus souvent. Donc, dans la consultation de l'hôpital de jour, on leur donne un rendez-vous et on fait un suivi comme n'importe où. Mais nous, c'est la première difficulté qui s'est posée à nous, c'était comment atteindre la population cible, c'est-à-dire ces travailleuses du sexe et ces personnes en vulnérabilité vis-à-vis du VIH. Parce qu'il faut savoir qu'on a dans notre patientèle de personnes vivant avec le VIH, on a une majorité de patients étrangers et des études ont montré qu'en fait, la transmission du VIH à ces patients migrants se faisait au cours des 2 premières années sur le territoire guyanais. Ce ne sont pas des personnes qui arrivent sur notre territoire avec le VIH, ce sont des personnes qui s'infectent au cours de leurs 2 premières années sur notre territoire parce qu'ils sont dans un état de précarité, de vulnérabilité, peu de possibilités de se protéger. Donc, avec une augmentation en fait, du risque de transmission, est souvent diagnostiqué à 3 ans de l'infection. Donc, on s'est dit, nous, on veut aller se concentrer sur les travailleurs du sexe et ces personnes en vulnérabilité vis-à-vis du VIH. Alors, comment on peut atteindre cette population? Parce que jusque-là, c'est prendre un rendez-vous et d'eux-mêmes. Donc, je me toujours dans le mauvais sens, excusez-moi. Donc, nous, en début 2017, on a d'abord commencé par c'était l'équipe avant que moi j'arrive, donc c'est le docteur Hubert, qui est maintenant à la Croix-Rouge française, médecin coordinateur à la Croix-Rouge française Guyane, qui, avec l'association Entraide, ont mis en place des ateliers de prévention d'IST chez les travailleuses du sexe. Donc, c'était un atelier mensuel, le vendredi soir à 17h, donc directement dans le local qui se retrouve donc à la Crique, c'est donc le quartier où il y a une forte activité de tarification de l'acte sexuel. Donc, vous avez une petite photo du petit local, ces 2 petites pièces. Donc, on vient à 17h, elles se regroupent, là vous les voyez, elles remplissaient des petits questionnaires pour un petit peu connaître leur connaissance sur le sujet. On présente les IST, on discute ensemble quels sont les IST, comment on se protège, où est-ce qu'on doit consulter quand on a un accident d'exposition virale pour avoir le TPE, comment est-ce que ça se passe. Et on a commencé à introduire le traitement PrEP. Qu'est-ce que le traitement PrEP? Comment ça se prescrit et où est-ce qu'on peut avoir une consultation? Dans un deuxième temps, c'était l'accès à ces consultations. Pour qu'elles puissent venir à l'hôpital, on a mis en place, donc 4e trimestre 2017, une consultation dédiée directement au centre hospitalier de Cayenne. Donc, c'était une consultation, donc c'était un médecin, c'était moi à l'époque, donc c'est une consultation dédiée le mercredi. Le mercredi, il y avait une vacation spécialement pour les personnes venant
faire une consultation IST avec accès à la PrEP. C'était médié avec l'association Entraide, parce que vraiment le rôle des médiateurs est essentiel. Donc, au cours de Maraude, au cours des ateliers, donc les patientes, on leur proposait, il y avait une liste et elles les accompagnaient à la première consultation parce que l'hôpital peut faire peur, beaucoup de barrières, de se retrouver devant le secrétariat, ne pas avoir une carte de séjour, ne pas parler la même langue, c'était compliqué. Donc, l'accompagnement associatif est essentiel. Alors, on n'a pas seulement fait des accompagnements avec Entraide, ADER, comme il n'y avait pas en 2017 de consultation sur Kourou, nous ont aussi accompagné des patientes. Et en fait, cette consultation dédiée, donc, elles arrivaient, elles voyaient le médecin et après, on prescrivait bilan et traitement. Le problème suivant qui s'est posé à nous, c'est les droits sociaux. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, notre grosse problématique, c'est les 2 premières années de migration. C'est là où on est le plus vulnérable vis-à-vis du VIH, où il faut qu'on mette cette PrEP pour pouvoir diminuer ce risque de transmission. Mais c'est un moment où on n'a pas forcément de titre de séjour, où on n'a pas forcément de couverture sociale, et la PrEP était soumise à la sécurité sociale. Donc, au début, on faisait une première consultation qui était gratuite, avec un bilan des IST. On revoyait le patient avec les résultats et on leur disait, quand vous avez la sécurité sociale, vous revenez nous voir. Alors, bien sûr, l'association Entraide avait mis en place des ateliers d'accès aux droits, donc pour accompagner les patients dans leur démarche, mais ce temps pouvait être long et augmenter en fait le risque de perte de vie et diminuer le nombre de personnes venant à une 3e consultation ou pouvant initier cette PrEP. Donc, je fais toujours en envers, excusez-moi. Le premier trimestre 2018, après discussion avec la direction de l'hôpital de Cayenne, la pharmacie du centre hospitalier de Cayenne et surtout le service de la PAS, la permanence d'accès aux soins en santé, on a décidé de mettre en place les bons passes pour la PrEP. C'est-à-dire que l'hôpital prenait en charge le traitement anthracycline tenofovir de nos patients n'ayant pas de droits sociaux. Donc, la patiente venait en consultation, voyait le médecin, ensuite était vue systématiquement par l'assistante sociale. Donc, nous avons une assistante sociale dédiée dans le service qui, le mercredi, s'était donc mis pour notre consultation dédiée. Donc, voyez le médecin, suivi de l'assistante sociale qui établissait les bons passes. Les patients allaient à la pharmacie chercher leur traitement et allaient faire leur bilan biologique. L'obstacle suivant, c'était l'accès au laboratoire. Nous n'avons pas d'infirmière de soins dans notre service. Le bilan devait être fait en externe parce que nous avons un accès à un laboratoire externe qui ferme à 14 heures. Sauf que nos consultations les horaires de nos consultations ne correspondaient pas en fait à leur mode de vie. Nos patientes vont travailler de 18-19 heures jusqu'à 2-3 heures du matin. Elles ne sont pas là à 8-9 heures pour venir en consultation. Elles arrivent plutôt vers 11 heures midi, voire plutôt midi 13 heures. Le temps de faire la consultation, elles sortent après de faire la consultation, de voir l'assistante sociale pour l'établissement du bon pass. Elles sortent après 14 heures et nous avons un laboratoire qui fermait à 14 heures. Donc, on avait des problèmes. Les patientes devaient revenir le lendemain pour faire une prise de sang et ça compliquait le parcours. Donc, elles voient le médecin, elles voient l'assistante sociale, elles doivent aller à la pharmacie, elles doivent aller au laboratoire, ça complexifiait. Donc, on voulait pouvoir tout faire sur le même lieu. Donc, fin d'année 2018, on a eu une infirmière qui a eu une journée par semaine dédiée à cette consultation. C'était l'infirmière de la CDAG qui est venue nous prêter main forte. Donc, le nouveau parcours du patient, elle voit le médecin, voit l'assistante sociale, puis l'infirmière qui va prélever le bilan si besoin et faire une consultation d'éducation thérapeutique. Le gros problème était aussi de pérenniser. Quand on est sur une petite équipe, les absences ou autres peuvent empiéter sur la consultation. Et on a permis de pérenniser cette consultation avec l'arrivée d'un 2e médecin sur la consultation dédiée qui nous permettait donc d'être une équipe de 3, 2 médecins et une infirmière pour pouvoir tourner, d'être au moins 2 personnes à chaque consultation dédiée.
Donc, 2017-2019, en quelques chiffres, on a fait 383 consultations sur 3 ans. On a vu 134 patients au cours de cette consultation dédiée. Une majorité de femmes, avec plus de 78% de femmes, 18% d'hommes et 3% de transgenres. On avait près de 80% de patients nés à l'étranger, dont la moitié était arrivée dans l'année qui précédait leur première consultation. Les 2/3 n'avaient pas de droits sociaux ouverts et près de 40% étaient des travailleurs du sexe. Et à savoir qu'on avait 96% de personnes en précarité, en vulnérabilité vis-à-vis du VIH. On avait plus de 80% de personnes en précarité, en vulnérabilité vis-à-vis du VIH, donc 96% qui étaient des travailleurs du sexe, femmes, transgenres ou SSH. Donc, on a aussi une patientèle de SSH ayant des droits de sécu qui viennent à leur consultation, qui font leur suivi, mais c'est une faible partie de notre petite file active. Donc, fort de ça, on aborde de 2020. Et comme vous le savez, en 2020, on a la pandémie Covid. Donc, on était bien parti, ça avançait bien. Et la pandémie Covid a tout stoppé. Donc, au mois de mars, comme vous le savez, il y a eu le premier confinement qui nous s'est prolongé puisqu'on est en couvre-feu depuis 1 an et demi maintenant. Nous sommes en décalage au niveau de l'épidémie. Donc, il y a eu des difficultés en fait de circulation qui ont été prolongées de mars à septembre avec des restrictions très dures. Donc, il n'y avait plus de bus. L'accès à l'hôpital était difficile avec demande de pièces d'identité à l'entrée de l'hôpital, avec des contrôles de par les gendarmeries et les PAF très fréquents parce que vous vous rappelez bien de ces attestations, ce n'est pas si ancien, mais quand on est en irrégularité sur le territoire, l'attestation, c'est notre moindre problème, on ne veut pas être contrôlé. Donc, on a eu même si nous avons gardé cette consultation ouverte tout au long de la pandémie, même si nos équipes, on a été redéployées sur le Covid, parce que c'est toujours nos services qui ont été en première ligne, on a maintenu la consultation du mercredi. On ne voulait pas l'arrêter, mais il y a eu moins de patients. On a eu donc des patientes qui ont eu peur de venir, qui ne sont pas arrivées à venir, parce qu'en plus, l'association avait fermé pendant les 6 premiers mois de la pandémie. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de bus, il y avait des difficultés d'entrée, vous ne voulez pas. Donc, on a eu une diminution des consultations, une augmentation des perdus de vue et surtout une augmentation du retour au pays. Énormément de nos patientes sont rentrées dans leur pays d'origine. Donc là, ça devenait une urgence de sortir hors les murs de l'hôpital pour aller au plus près de nos patientes, d'aller au plus près de ce fameux secteur connu pour sa prostitution, donc aller plus en centre-ville de Cayenne, que ce soit nous, l'équipe de 2 personnes qui se déplaçons pour faciliter les consultations, que les patientes puissent venir toutes seules plus facilement, n'ayant pas besoin de bus, avec moins de contrôle si elles viennent à pied. Donc, la direction de l'hôpital nous a accompagnés dans ces démarches, donc on nous a demandé de rester pas augmenter les financements, donc on n'a pas eu de financement pour la mettre en place, mais on a déjà eu les autorisations parce que l'hôpital a vu cette urgence, on a augmenté les hors les murs pour tout, que ce soit pour les passes, pour les équipes mobiles de dépistage, et nous, on a profité de ce mouvement-là pour mettre en place cette consultation hors les murs. Donc, la première étape a été de trouver un local, parce que sans financement, on ne pouvait pas forcément payer le loyer. On a été accueillis gracieusement au sein d'une MSP, donc en plein centre-ville de Cayenne, à 2 rues de l'association Entraide, donc vraiment pour venir à pied. On leur a fait des petits plans pour venir du local d'Entraide jusqu'à la maison de santé Arago, qui donc est vraiment en centre-ville de Cayenne, qui se trouve en plus dans le bâtiment juste à côté de l'OFI, qui est quand même bien identifié par nos patients migrants. Donc, dans ce local
qui est donc dans cette maison pluridisciplinaire où il y a déjà des psychologues, des médecins, des infirmières, un pédiatre. On s'est intégré, on a donc tous les mercredis 2 pièces, une pour la consultation médicale et une pièce pour la consultation infirmière. Mais deuxième chose qui était nécessaire afin de sortir des murs, c'était que comme on n'allait plus avoir l'accès à l'assistante sociale pour émettre les bons passes pour la gratuité de la consultation et du traitement, il nous fallait une dotation en traitement et que la consulte ne se facture pas. Donc, on a eu une création, d'une part, on s'est rattaché à une UF qui faisait des consultations gratuites pour que les patients ne reçoivent pas de facture. Et on a eu une dotation en traitement, à la fois de l'emtricitabine tenofovir pour faire une rétrocession gratuite à nos patients n'ayant pas de sécurité sociale, mais aussi une dotation en soins urgents pour le TPE et le traitement des autres infections sexuellement transmissibles telles que le chlamydia, le gonocoque ou la syphilis. Ainsi, fin d'année 2020, 4e trimestre, on a commencé cette consultation hors les murs. Donc là, vous avez à la fois les petites affiches de campagne que nous avons mis en place pour nous faire connaître et l'équipe consultante. Et donc, on a commencé en octobre 2020 à ces consultations hors les murs. On a vu une augmentation en fait de la facilité des filles à venir toutes seules, à venir plus tôt. Avant, on avait du mal à avoir notre première consultation avant 11 heures. Et là, au départ, on avait dit qu'on commençait à 10 heures. On arrivait à 9 heures. Il y avait déjà des patientes qui nous attendaient. Donc, on a augmenté notre plage pour pouvoir voir plus de monde. Et ainsi, en 8 mois de consultation hors les murs, on a déjà fait 244 consultations, 96% de femmes, en majorité sans droits sociaux ouverts. Donc, Entraide continue son accompagnement et sur l'accès aux droits, l'accompagnement en consultation, elle nous aide au rappel des patientes pour leur rappeler les consultations. On a une majorité de travailleuses du sexe, mais pas que. On a de plus en plus de patientes vulnérables vis-à-vis des IST, c'est-à-dire cette cible qu'on voulait avoir depuis le début, des patientes migrantes, primo-migrantes, des femmes qui ont souvent un partenaire fixe, mais qui est multipartenaire, qui refusent de porter le préservatif avec elles et elles ne savent pas s'ils portent le préservatif avec les autres partenaires, et on en a de plus en plus et on a de moins en moins de perdus de vue. On fait la rétrocession sur place, donc ce n'est pas à la pharmacie, donc on arrive à avoir une vision sur la consommation de leur boîte, de ce qu'elles viennent, on les rappelle, on fait vraiment un suivi et on a de moins en moins de perdus de vue. Donc, c'est assez encourageant. Donc là, c'est des premiers chiffres préliminaires. Et là, juste pour finir, c'est pour vous montrer qu'entre 2017, où on a été la première consultation PrEP sur l'hôpital de Cayenne, à 2021, vous voyez ici donc tous les lieux de consultation PrEP. On commence à bien mailler. Tout d'abord, déjà, la Croix-Rouge française, qui est Cégide, fait une consultation PrEP gratuite, avec rétrocession gratuite du traitement, elles aussi, sur Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Le Cégide du centre hospitalier de l'Ouest guyanais donne une consultation PrEP aussi. Toujours, nous, à l'hôpital de Cayenne, sur rendez-vous, plus cette consultation dédiée le mercredi à la maison de santé Arago. Et bien sûr, la possibilité d'avoir accès à une consultation PrEP dans les CDPS. Donc, en espérant qu'on continue à se développer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je souhaite surtout remercier notre équipe, sans qui on ne pourrait rien faire, l'hôpital, notre direction qui nous soutient, et surtout l'association Entraide et les médiatrices de l'association Entraide qui, sans elles, on n'aurait pas pu arriver à ça. Merci beaucoup. Je ne peux qu'agréer sur Entraide Guyane que j'ai visité il y a quelques années et je trouve qu'elles font un boulot impressionnant. Donc, Et ce qui est très étonnant, parce que je fais un lien avec la présentation d'Amal, c'est qu'en métropole, on a 97% d'hommes qui sont sous PrEP
Et c'est une des spécificités de la Guyane, c'est 97% de femmes, donc on peut supposer que c'est largement dû à l'engagement, à votre engagement et à l'engagement du centre hospitalier de Cayenne. Donc c'est déjà très, très impressionnant. On voit qu'on peut faire des choses quand même avec les femmes. J'ai plusieurs questions. La première, c'est qu'on sait bien que la question des travailleuses du sexe est très compliquée. Il y a une législation qui n'est pas simple, notamment depuis la loi de 2016, qui pénalise les clients. Est-ce que vos consultations, c'est aussi l'occasion de voir à quel point, quelles sont les difficultés que rencontrent les travailleuses du sexe et à quel point je ne dirais pas leur qualité de vie, mais à quel point c'est difficile de pratiquer le travail du sexe? Alors, je vous avoue, c'est vrai que sur la consultation, il y avait beaucoup de choses. On n'a pas, dans les premiers temps, on n'a pas forcément, nous, fait de questionnaire en particularité pour voir en fait leurs difficultés au niveau de leur travail. Après, c'est connu, il y a beaucoup de difficultés. Nous, même avec 2020, avec la pandémie, on a eu une augmentation aussi des agressions chez nos travailleuses du sexe, une difficulté de tarifer leur travail avec toutes ces conditions. Elles ont été beaucoup touchées par la crise sanitaire. Après, ce que je vous donne, c'est plutôt des données subjectives. On en discute en consultation parce qu'il y a des liens qui se créent, une relation de confiance qui se crée au fur et à mesure des années, parce qu'il y en a que je suis quand même depuis 2017. On perd beaucoup de vue, mais il y en a qu'on a depuis 2017. On a vraiment un lien. Après, c'est vrai que c'est difficile. La discussion est difficile. On voudrait faire un travail pour pouvoir mieux le connaître. Nous, on a principalement des dominicaines qui viennent, elles, spontanément. On a du mal à toucher nos patientes guyaniennes, nos patientes haïtiennes qui peuvent aussi, en fait, et qui sont concernées. On ne touche pas. Il y avait eu des études sur les travailleuses du sexe qui avaient été faites par l'hôpital au niveau du CIC. Marie-Claire Pariot avait fait une étude pour pouvoir mettre en évidence les problèmes chez ces personnes-là. Par rapport à ce qui avait été recueilli, on touche peu de travailleuses du sexe encore. On a certes 96% de femmes là sur cette consultation. On a quand même aussi des hommes toujours sur l'hôpital de Cayenne. On est sur 80% de femmes. On a l'opposé de la métropole. C'est un peu notre singularité. Mais après, on touche encore peu de monde. On a encore une petite file active. C'est encore assez modeste. Autre petite question, on va dire hors Covid, parce qu'on imagine que ça va être bientôt fini, on touche du bois, ou avant le Covid, la spécificité des publics, en particulier en Guyane, c'est que les frontières sont quand même assez poreuses. Donc, il y a énormément de personnes en situation de migration, que ce soit du Suriname, du Brésil, que ça circule beaucoup, on va dire. Or, la PrEP demande un suivi relativement long, en tout cas régulier. Comment on arrive à se débrouiller avec ces situations de migrance, ou en tout cas cette facilité à passer d'un pays à un autre? Est-ce que ça nécessite un travail plus conséquent? Enfin, qu'est-ce qu'on met en place dans ces cas-là? Après, nous, oui, on a une grosse migration. On a une migration à la fois surinamaise, guyanienne ou brésilienne par nos frontières qui sont, comme vous l'avez dit, très poreuses puisqu'on n'a pas de mur. C'est du fleuve, donc ça se traverse assez facilement et toujours là en période de Covid, même si les frontières officiellement sont fermées. Mais on a aussi une grosse migration haïtienne, une migration, l'an dernier, on a eu une grosse migration cubaine LGBT. Après, souvent, ça va dépendre. Pour certaines populations, on est la terre d'accueil. On est la France. Les autres pays ont été des transits, mais viennent s'installer en Guyane. Pour d'autres, on est la transition avant d'aller en métropole. Donc, nous, notre but, c'est de les accompagner pendant ce temps où ils sont en Guyane et de les accompagner avec cette mise sous PrEP pour pas qu'il y ait d'infection sur le territoire. Après, en tout cas, sur les Dominicaines, vraiment, l'association Entraide y est bien impliquée avec les médiatrices. Donc, une des médiatrices qui est dominicaine elle-même nous permet en fait de vraiment, on sait, les patientes qui sont rentrées au pays ou qui sont allées en métropole, on les sait, donc on a le devenir de savoir si en fait c'est qu'elle n'est pas venue à sa consultation ou si elle n'est plus sur le territoire. Après, on a beaucoup plus de mal sur nos vraiment les Guyaniennes. On a eu beaucoup de premières consultations, mais on a du mal à les garder dans le soin, donc on travaille beaucoup là-dessus. Nos Haïtiennes, on a du mal à les toucher tout court.
leur proposer la consultation. Mais tout ça, c'est du travail de médiation. Donc là, on commence à le voir. Là, on ne peut pas faire de la médecine sans médiation en santé, surtout dans un territoire comme le nôtre qui est multiculturel. Donc, on essaye de développer la médiation, d'avoir des médiateurs de chaque culture pour pouvoir atteindre ces populations et les maintenir dans le soin. On s'améliore, mais on est loin du compte. Et j'ai une dernière question, enfin 2 petites questions au final, mais je vais retourner un petit peu le fait que la spécificité, c'est que vous ayez 97% de femmes, ce qui est une très bonne chose. Qu'est-ce qui justifie qu'on ait beaucoup moins d'hommes et est-ce qu'il y a des difficultés justement pour les HSH à accéder à la PrEP en Guyane? Est-ce qu'il y a des freins spécifiques? Alors, on n'a pas de difficulté pour y accéder. Par contre, on a une difficulté pour se déclarer. Okay. Nous, on a une difficulté de faire sur les SHH. On va avoir principalement dans nos 18% d'hommes, ce sont tous des SHH. On va avoir en fait principalement là, ça va être notre fil actif de français. Okay. Donc de français, de guyanais ou de métropolitains, ce sont des personnes qui sont allées en métropole, qui en ont entendu parler par les campagnes de communication métropolitaine, qui donc sont venues en Guyane en demandant où est-ce que moi je peux en avoir accès. Et ce sont des personnes qui en parlent ouvertement. C'est vrai qu'on a encore une stigmatisation, chez nous, des SHH, donc on a encore du mal à les toucher, mais on a de plus en plus en fait ces personnes-là, ces premières personnes qui consultent. Notre premier prépeur, nous aussi, à Cayenne, c'est un SHH qui, en plus, travaille dans plusieurs associations et permet d'en parler. On en discute, nous emmène aussi des personnes. Et comme nous, on a quand même cette gratuité, on n'a pas le frein sur le fait qu'il n'y ait pas forcément de carte de séjour, mais c'est plutôt le fait de venir consulter pour ça. On a encore un petit peu du mal à les toucher. Et j'aurais une dernière question. On a commencé à en parler un peu au début de l'introduction sur le fait que maintenant, les médecins généralistes vont pouvoir prescrire la PrEP. Et de ce que je comprends de vos publics qui ont des difficultés d'accès directement en fait, aux soins pour des raisons administratives régulièrement, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose, le fait que des médecins généralistes, en considérant aussi la présence de médecins généralistes en Guyane, ce n'est pas toujours très, très grand, est-ce que ça va changer quelque chose ou pas du tout? Alors, c'est un grand pas. Même pour nous, où on a un petit maillage de médecine générale, le médecin généraliste, il est au premier plan pour les personnes qui ont une sécurité sociale. Même certains consultent sans droits sociaux chez des médecins traitants parce que les consultations, que ce soit à la PAS ou à la Croix-Rouge française, ça peut avoir beaucoup de temps. Et en fait, le médecin généraliste, il est en première ligne. C'est lui qui va proposer le dépistage et peut proposer la PrEP. Alors, ce n'est pas, comme l'a dit tout à l'heure Anan, si je ne dis pas de bêtises, c'est Anan qui l'a dit, certains ne sont pas à l'aise avec l'idée de PrEP et ne sont pas à l'aise pour le prescrire, mais on va avoir d'autres médecins, on va dire la nouvelle génération de médecins traitants qui sont déjà dans le dépistage annuel des IST. S'ils ont leurs patients qui vont leur proposer la question, vont pouvoir aller s'orienter. Nous, on a déjà un gros problème d'un patient qui va le demander au médecin traitant qui nous l'adresse à l'hôpital. C'est à peu près toujours les mêmes médecins qui nous les adressaient jusqu'à présent. Ceux-là, on sait qu'on va… Déjà, il y a Format PrEP, le site qui est hyper bien fait pour pouvoir former quand on a des difficultés. Bon, nous, on va, avec le Corévi Guyane, mettre en place d'autres formations, voir des tables rondes, comme on peut faire avec du suivi de PVVIH qui se dirige aussi vers la médecine générale. Donc ça va nous permettre de se déployer pour des patients qui ne veulent pas aller à l'hôpital. Il faut quand même… C'est malheureux à le dire, mais l'hôpital de Cayenne n'a pas toujours bonne réputation dans la population guyanaise en elle-même. Donc, certains patients préféreront aller chez leur médecin traitant. Et je pense que nos patients HSH, par exemple, préféreront aller voir leur médecin traitant pour avoir cette prescription. Si, bien sûr, le médecin traitant veut bien… est OK. Après, s'il veut pas, il n'est pas forcément à l'aise, il peut toujours nous l'adresser. Nous, là, on travaille plutôt sur nous l'adresser parce qu'on a eu des médecins traitants qui étaient contre la PrEP. Et là, on se bat plutôt là-dessus. Eh bien, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Et je remercie tout le monde parce qu'on est à la fin de la session, pile 45, donc on est parfaitement dans les clous. Je remercie tout le monde d'avoir participé. C'était très éclairant. Et j'invite tous les participants qui nous regardent à aller voir la table ronde qui aura lieu à 17h. Et je remercie tout le monde et cette session est terminée. Merci à vous.
revoir. Au revoir.